Ouais, on en est arrivé là parce que Cosmos avait une mission plutôt commerciale pour le développement, j'allais dire commercial de la Coupe Davis. Et l'ITF a jugé que ce développement commercial ne pouvait pas continuer, certainement par rapport aux difficultés financières et aux difficultés de l'entreprise Cosmos qui est dirigée par Gérard Piquet. Donc voilà pourquoi on en est arrivé là. Pour la France, l'impact, il reste économiquement dérisoire. Après, sportivement, ça dépend vraiment du niveau de l'équipe de France et de la possibilité de l'équipe de France de regagner la Coupe Davis, parce qu'elle l'a déjà gagnée il n'y a pas si longtemps que ça. Non, le danger, c'est qu'est-ce que va devenir la Coupe Davis, sachant que, a priori, si on externalise la commercialisation de la Coupe Davis auprès d'un opérateur qui était Cosmos, est-ce que l'ITF est en capacité en interne de le développer? A priori non, ce n'était pas le cas avant que Cosmos arrive il y a quelques années, il y a 4 années. Donc maintenant, comment financièrement et économiquement la Coupe Davis va pouvoir se développer et sur quel format? C'est-à-dire aujourd'hui le format a été changé, mais il n'a pas été changé par Cosmos, il a été changé par l'ITF. Donc il y a certainement eu des influences, mais il a été changé par l'ITF à la demande des joueurs. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut retourner à un format qui plairait aux Français, parce que les Français adorent recevoir et le home and away, mais qui ne plaît pas à tout le monde, puisqu'il y a eu un vote à la Fédération internationale de tennis, où même si la France a voté pour, la France a qu'un nombre de voix minimum, et donc la plupart des nations ont voté pour un changement de format. Ce vote était surtout un vote, il est vrai, économique, puisqu'il y a beaucoup de nations qui ont perdu de l'argent en organisant la Coupe Davis. Mais la vraie suite, c'est le côté émotionnel de la Coupe Davis. Est-ce que l'émotion qui peut se transformer en modèle économique est jouable avec ce qui fait le sel de la Coupe Davis et ce qui plaît à la France, le home and away. Et la France a le record du monde du tennis avec les finales qui ont eu lieu respectivement à Lille en fait, hein, à l'ancien stade Pierre-Mauroy, maintenant qui a été rebaptisé. Et donc le record d'affluence et certainement le record économique. Et la France l'a gagné une fois, l'a perdu une fois, 2 fois même. Alors, c'est la part de la Coupe Davis sur le budget de l'ITF. L'ITF, c'est une fédération internationale. On vient de passer la Coupe du Monde de football. Si la FIFA n'a pas la Coupe du Monde de football, la FIFA n'a pas de pouvoir économique et de pouvoir tout court. Donc aujourd'hui, l'ITF n'a pas une Coupe du Monde de football, n'a pas de grand chelem, ce qui sont aujourd'hui les piliers du tennis et les grandes marques économiques et sportives du tennis. Il n'y a pas photo. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que le budget de l'ITF peut rester, j'allais dire, à la hauteur des aspirations ou des besoins des nations qui ont des besoins de financement? Et la France n'a pas besoin de l'ITF pour être financée. La France aujourd'hui a son assemblée générale qui a lieu et elle est capable de faire pratiquement 380 millions d'euros de produits pour 345 millions d'euros de charges. Mais tout est lié à Roland-Garros. Aujourd'hui, si on regarde que Roland-Garros, avec un prize money cette année qui va être historique de 53 millions d'euros, Roland-Garros est capable de faire en 2022 presque 300 millions d'euros de produits, 291 millions exactement, et arrive avec des charges à 183 millions d'euros, donc une marge qui est supérieure à 100 millions d'euros. Pour un MBA à 130 millions d'euros, la Coupe Davis, bien sûr l'ITF n'a pas ça entre les mains, n'a pas cet outil, cette ressource fabuleuse entre les mains. Donc la question, c'est à peu près 2/3 du budget de l'ITF dépend du budget de la Coupe Davis. Le budget de la Coupe Davis dépend des droits télé, des partenariats, des revenus match-day de billetterie. Et donc, et aussi, contrairement à Roland-Garros ou aux autres grands chelems, l'ITF ne possède pas de stade. Donc tu es obligé de trouver un lieu. Ce qui n'est pas si facile que ça à faire. Elle a eu beaucoup de mal à trouver des lieux. Là, aujourd'hui, ce qui est annoncé, c'est que Malaga restera contractuellement en 2023. Donc, on restera sur quelque chose qui ressemblera à ce qui s'est passé les années passées, mais qui financièrement a pu permettre à l'ITF de fonctionner, de payer les joueurs et l'ensemble des joueurs,
mettons une parenthèse, la France étant très particulière sur le paiement de ses athlètes, puisque la fédération y participe. Si je peux me permettre, la France cette année a accueilli une étape de Davis, puisqu'elle a joué en France, à Pau, et elle a perdu de l'argent sur cette étape de Coupe Davis. Donc aujourd'hui, c'est en gros Roland Garros qui a permis de financer cette étape de Coupe Davis. Mais s'il devait y avoir un modèle économique sur cette étape, il n'y en a pas. Donc la vraie difficulté pour l'ITF, c'est la dépendance économique de la Coupe Davis, qui est sa ressource clé. Et finalement, la Coupe Davis aura un modèle économique si elle suscite de l'émotion. Et le sel de la Coupe Davis, c'est le home and away. Donc c'est une équation à plusieurs inconnus. Et pour l'instant, pas grand monde a trouvé des solutions. Beaucoup de gens parlent, mais pas grand monde propose quelque chose. Alors ça serait hyper dangereux, parce que si c'est la fin du tennis des nations, c'est la fin de l'ITF. Pour moi, l'ITF est une fédération qui est une des fédérations les plus pauvres en compétences dans les grandes fédérations internationales. Et aujourd'hui, elle a fait une erreur avec son ancien président, qui était un président italien qui s'appelait Ricci Bicci, qui a coupé les liens entre l'ITF et les joueurs. Par exemple, en supprimant la partie des points ATP, qui est quand même une attractivité aussi importante pour faire venir les joueurs, et en ne tenant pas compte de l'avis ou, j'allais dire, des besoins des joueurs. Et c'est une erreur de compétence, parce qu'aujourd'hui, à part les grands chelems ou les très grandes manifestations sportives, on a toujours besoin, ce sont les athlètes qui font le sel et, j'allais dire, l'attractivité des compétitions. Donc aujourd'hui, si on n'a pas les meilleurs joueurs, il n'y aura pas de médias, il n'y aura pas de fans, il n'y aura pas de partenaires. Et si les partenaires s'en vont, c'est pour ça. Après, sur la Coupe Davis, là, ce qui s'est passé, moi, j'ai été un petit peu... fait beaucoup d'analyses, plutôt du sponsoring, de marketing, etc. Quand je vois que la Liga, par exemple, est partenaire de la Coupe Davis, pour moi, c'est un non-sens. Je ne vois pas l'intérêt de la Liga de financer la Coupe Davis. Sachant que le retour sur investissement pour eux, j'aimerais bien le voir. Quand je vois Rakuten, je me dis, bon, la Rakuten n'est pas vraiment à un tournoi au Japon, etc. C'est pas un sponsor tennis, contrairement à des Rolex, des BNP Paribas, d'autres sponsors habituels, de financeurs habituels. Donc c'est comment la Coupe Davis va revenir dans cet écosystème. Et pour moi, elle s'est éloignée, et même elle a été concurrencée par des exhibitions. Je dirais même que la Lever Cup, sur beaucoup d'années, a été plus attractive, alors qu'elle n'avait pas d'impact compétitif, parce qu'il n'y avait pas de titre à la clé ou de points à la clé. Mais la Lever Cup, finalement, de son point de vue, de son format, a attiré beaucoup de médias et beaucoup de sponsors, mais parce qu'elle avait les très grands joueurs qui sont venus pour deux raisons, l'argent et Roger. Alors juste... Alors, d'abord, je pense que c'est une très mauvaise idée qu'il y ait trop de parties prenantes dans le sport professionnel. Donc, s'il y a un syndicat de plus et s'il y a un acteur de plus, ça fait des relations de plus et ça fait des intérêts de plus à gérer. Donc, dans tous les cas, qu'il y ait un nouveau syndicat, qui soit homme-femme, homme ou femme, pour moi, c'est dangereux pour l'avenir du tennis, des nations et des joueurs qui soient très haut classés. Par contre, clairement, aujourd'hui, on observe un rapprochement entre la WTA et l'ATP et une vision stratégique, je ne sais pas si elle va être exécutée, une vision stratégique qui est initiée par l'ATP, qui devrait être suivie par d'autres acteurs, et j'espère la Coupe Davis, de pouvoir travailler ensemble. Un peu ce qui se passe sur le continent nord-américain, ce qui se passe pour le football anglais, d'avoir une stratégie collective. Stratégie collective de vente de droits télé, stratégie collective de calendrier, stratégie collective de choix des différentes géographies où on va jouer, et bon, vous allez le voir cette année, cette stratégie collective, elle va être mise en place avec ces 2 semaines de ATP 1000 et WTA à Madrid, à Rome et à Indian Wells. Et dans le futur, il y en aura certainement 6 sur différentes surfaces. Donc là, on est sur une évolution avec un travail homme-femme intéressant, et la possibilité pour l'économie de pouvoir commercialiser une saison complète avec
la totalité des assets que l'on pourrait proposer à des clients, qu'ils soient des clients médias, qu'ils soient des clients partenaires ou des clients fans, même des destinations, puisqu'il y a des destinations qui vont accueillir des tournois pendant 15 jours. Donc, moi, je pense que c'est une mauvaise idée de faire un syndicat, j'allais dire, concurrentiel. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Et il faut qu'on tienne compte des besoins sportifs des athlètes. Et clairement, dans le tennis, il se passe quelque chose depuis plusieurs années, c'est qu'il y a beaucoup de blessures. Donc quand il y a des blessures, c'est compliqué d'annoncer qu'il va y avoir tel ou tel joueur. On voit par exemple que Carlos Alcaraz, qui est numéro 1 mondial, très jeune, il est blessé, il ne fait pas l'Australian Open cette année. Et finalement, les Nadal, Federer et même Djokovic ont été très rarement blessés et ont été toujours présents dans les très grandes compétitions, c'est-à-dire les grands chelems, et pas si présents que ça dans la Coupe Davis, puisque c'est le sujet qui nous concerne. Alors, d'abord, c'est vrai. Et aussi, c'est les infrastructures. Hein. Si on voit les infrastructures, par exemple, de Yuan, c'est colossal. Après, il y a aussi des éléments, c'est qu'il y a eu des joueuses chinoises. Et donc, et des joueuses asiatiques. Alors que si on regarde un petit peu le masculin, on a une grosse densité de très forts joueurs européens. 3 joueurs majeurs de ce sport, et peut-être sport confondu, il y a un impact colossal, sont espagnols, suisses et serbes pour Novak Djokovic, qui est toujours avec Nadal en course et qui joue toujours. Donc oui, c'est quelque chose d'important. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne doit pas travailler sur l'indépendance de la WTA et du tennis féminin par rapport à des nations? Je pense que le cas de la Chine pourrait être tout à fait transférable avec Doha, par exemple, qui cherche à avoir des plus gros tournois, ou Abu Dhabi, qui fait des exhibitions et qui cherche à avoir des tournois, ou l'Arabie Saoudite, qui cherche à le faire. Ça a eu lieu dans la Formule 1. Dans la Formule 1, la Formule 1 a choisi d'aller dans ces destinations-là pour des raisons économiques. Et ça s'est passé. Il y a eu des fins de Grand Prix, par exemple, en France. Et ça a eu lieu. Je pense que là, l'idée, c'est quand même de garder un certain équilibre et de ne pas être totalement dépendant de la Chine. Mais la Chine fait partie du paysage télévisuel, hommes-femmes, c'est colossal. Donc aujourd'hui, un tournoi comme Roland-Garros, elle a besoin des droits télé. Aujourd'hui, des sponsors. Oppo est une marque qui intervient beaucoup dans le tennis, à Wimbledon, à Roland-Garros, sur certains tournois. Et donc, féminin aussi, avec ce fait qu'il y a eu des joueuses féminines qui ont gagné, une joueuse par exemple qui a gagné un grand chelem, et on a pu le voir dans d'autres sports, le basket avec Yao Ming ou d'autres sports. Donc il ne faut pas que ça soit dépendant, mais il faut trouver l'équilibre. Et je pense que ATP plus WTA en même temps et avec une stratégie collective, il est possible de pouvoir être indépendant de certaines nations qui ont plus de ressources financières à offrir pour les joueurs. Voilà. Après, la difficulté, c'est l'exhibition. Aujourd'hui, dans le tennis, on n'en parle pas trop, mais il y a des exhibitions qui sont en dehors du circuit qui ont lieu. Et donc, il y a des destinations où des investisseurs et des joueurs, hein, Rafa Nadal, pendant la Coupe Davis qui a eu lieu dans son pays, a joué une exhibition avec Rudd au Mexique et il a rempli un stade de football. Et il est capable de remplir un stade de football. Donc, moi, la conclusion que je dirais à tout ça, c'est travailler avec les athlètes parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui fournissent le spectacle et le contenu. Maintenant, dans le tennis, ce qu'il y a de particulier, c'est les grands chelems. Et il n'y a pas de grands chelems en Asie. Donc, il va certainement y avoir un combiné en Asie. Je pense que Shanghai va être certainement une cible. Donc, hommes, mais il y a les infrastructures pour le faire et il y a le financement pour le faire. Mais je vois bien la Chine, pour répondre à ta question de manière claire, avoir un ATP 1000, WTA 1000 combiné avec une augmentation de sa place dans le tennis quand cela sera possible en fonction des contraintes aussi sanitaires actuelles.